Bonjour à tous et à toutes, nous sommes ravis de vous retrouver en direct du plateau SCD de Milipol, en direct du salon. On va parler sur cette séquence des feux de forêt. On avait évoqué déjà hier la question de la sécurité civile et de la gestion des risques majeurs, et on avait notamment déjà parlé des enjeux environnementaux et climatiques. Ça va être l'occasion d'en parler un peu plus dans les détails. Donc, feux de forêt, quelle réponse à long terme? C'est le sujet dont on va discuter tout de suite avec Magali Jaffar. Vous êtes donc directrice adjointe du pôle SAFE, et Matteo Lanstalen, vous êtes cofondateur de Pyroniar, et vous nous expliquerez un peu plus précisément ce que fait cette association. On le disait en introduction, les feux de forêt et plus généralement les événements climatiques, mais là les feux de forêt font de plus en plus l'actualité. On l'a vu cet été en France, dans d'autres pays européens, en Grèce, au Portugal, au Canada également. C'est un enjeu majeur aujourd'hui en termes de gestion des crises et des risques. Quelle est la situation qu'on connaît aujourd'hui? Comment vous l'évaluer, la mesurer, et comment peut-on la voir évoluer? Que doit-on craindre? Bonjour, merci en tout cas pour cette invitation. Alors, en effet, le risque feu s'intensifie, on le voit. On peut le mesurer aujourd'hui, on peut donner quelques chiffres. Les 15 dernières années, on déplore en France entre 3 000 et 4 500 feux déclarés en France par an, qui brûlent en moyenne entre 10 000 et 17 000 hectares de zones boisées chaque année. Alors, le risque, il est important, surtout il s'intensifie, il se développe de manière différente dans différents territoires. Donc, qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? Il se développe sur des nouveaux territoires, des territoires où on n'observait pas de feu jusqu'à présent. On a noté Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, la Bretagne, Île-de-France, mais également des zones montagneuses, ce qui pose beaucoup de problèmes, c'est-à-dire que c'est des lieux qui ne sont pas habitués à gérer le risque incendie, et c'est des lieux surtout qui ont des difficultés d'accessibilité pour les secours qui doivent intervenir dans ces situations-là. Et on a surtout de la végétation qui n'est absolument pas résiliente aux feux de forêt et donc qui n'est absolument pas adaptée à subir ces crises. Donc ça crée des difficultés. On observe également qu'il s'intensifie sur des zones où il existait déjà. Donc notamment, on va parler de la zone méditerranéenne qui était historiquement la plus touchée par les feux. Donc on a une période feu qui avant était sur juillet-août qui s'intensifie, et donc on observe des feux maintenant de juin à septembre, voire octobre. Donc ça rend plus complexe les interventions et pareil la surveillance que l'on a de ces choses-là. Et surtout, ils se rapprochent d'infrastructures. Donc on a un rapprochement des feux de forêt des zones peuplées. On a observé notamment à Vitrolles, il y a quelques années, un feu en zone commerciale. Donc des zones qui entraînent un sur-risque, puisqu'on a des populations concernées, des risques de gens qui sont coincés sur l'autoroute, pris dans des zones qui sont atteintes par les feux. Et surtout des zones maintenant qui sont des infrastructures où on a des feux qui se développent, notamment je cite le cas des campings, où on a énormément de matériaux inflammables et donc qui entraînent également des risques et des nouvelles manières de gérer ces feux, puisque quand je suis dans un camping, un feu, il faut que j'évacue la population et puis ensuite il faut que je gère des tentes qui se sont enflammées, éventuellement des feux de batterie, etc. Donc en gros, on a de plus en plus de risques, des populations de plus en plus menacées. Et donc, en effet, l'enjeu de la détection précoce de départ de feu sur l'ensemble du territoire est devenu, en tout cas, un enjeu majeur. Et juste un chiffre, en 2023, en région sud, donc on s'est bien préparé à gérer les feux de forêt. On a eu plus de départs de feu qu'en 2022, mais moins de surfaces boisées atteintes au final. Et ce qui explique cette diminution d'espace, c'est justement une détection précoce et une intervention précoce, en tout cas des forces. Alors, la détection précoce, justement, c'est le cœur du projet Panoptes, dans lequel le pôle SAFE est impliqué. Vous allez nous expliquer également un peu plus précisément comment. Et puis, aussi nous dire quelles solutions matérielles et technologiques vous recherchez ou vous auriez besoin pour justement parvenir à cette détection précoce et cette anticipation. Alors en effet, comme je vous le disais, donc la détection précoce est devenue un enjeu majeur. L'État en a bien pris conscience, et notamment donc, le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires s'est appuyé sur le pôle Nouvelles Technologies de l'Entente Valabre, qui est expert sur la gestion des feux en région sud, pour mener le projet Panoptes, qui vise à préparer l'État au déploiement d'un dispositif de détection précoce et de suivi des départs de feu d'espaces naturels à l'échelle nationale. Donc ça, c'était l'enjeu. Et en effet, donc le pôle SAFE, que je représente, est une association à but non lucratif, pôle de compétitivité, dont l'objectif est d'accompagner l'innovation dans les filières sécurité et sûreté.
et donc de mettre en lien des acteurs fournisseurs de nouvelles technologies, entreprises, laboratoires, avec des opérationnels. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on nous a demandé d'opérer un sourcing national, l'AMIN, l'appel à manifestation d'intérêt national porté par Panoptes, pour identifier et cartographier quelles étaient les solutions françaises capables de répondre à ces enjeux. Alors quels étaient les enjeux, puisqu'ils sont importants? L'idée d'un déploiement national d'un système de détection précoce de feu, c'était l'idée de passer de 6 à 100% de la couverture nationale, c'est-à-dire du territoire hexagonal et de la Corse, en détection précoce, incluant donc différents territoires. Il faut imaginer, donc en France, il faut pouvoir détecter des feux en périurbain, en zone rurale, en zone plate, en zone montagneuse, en zone agricole, en zone boisée. Donc il a fallu prendre en compte toutes ces contraintes-là. Systématiser la détection en proche temps réel, ce que vous disiez, on s'est fixé moins de 5 minutes, au plus proche, au plus rapide, on va dire. Et une diminution des besoins de lever de doute. Le tout, c'est pas de détecter tout et n'importe quoi, parce que nos forces de sécurité sont quand même relativement limitées, et donc on ne peut pas envoyer des gens tout le temps sur toutes les détections. Et avec un autre enjeu qui est important, c'est comment je vais récupérer la donnée, la traiter, la bancariser, c'est-à-dire la garder pour ensuite qu'elle puisse me servir pour du retour d'expérience ou pour entraîner à terme des systèmes d'intelligence artificielle. Donc il y a un enjeu aussi sur ces jeux-là. Donc on a lancé cette AMI nationale, on a eu 135 structures intéressées. Aujourd'hui, on a 24 projets qui sont labellisés, qui représentent à peu près 64 structures, laboratoires, entreprises, et qui proposent différentes technologies. On aura une autre illustration, qui vont évidemment de tout ce qui est capteur. Donc déjà, comment on a des capteurs sur le terrain, comment je vais capter la donnée, du capteur physique au sol, relativement simple, comment je déploie, avec du capteur simple qui va détecter des choses, jusqu'à du capteur intelligent qui va traiter de manière automatique et éventuellement pouvoir faire un suivi dans le temps du feu. Donc là-dedans, on a ça. Après, ça pose plein de questions. Comment je déploie ces capteurs sur le terrain, comment je les entretiens, comment je les pilote à distance, comment je récupère la donnée. Donc ça pose beaucoup de questions opérationnelles. Donc là, aujourd'hui, je vous fais une liste de technologies, mais évidemment, ça nous a soulevé beaucoup de questions sur la mise en œuvre opérationnelle. On y reviendra. Tout ce qui va être capteur d'image embarqué. Et donc là, on va retrouver des systèmes embarqués avec du capteur intelligent également sur du ballon, plutôt ballon captif, qui va pouvoir donner une grande visibilité pour pouvoir observer certaines zones et une certaine pérennité sur la zone aussi qui peuvent être observées, ou des systèmes qui vont intervenir de manière plus ponctuelle, comme du drone ou de l'avion, avec des capteurs qui là vont plutôt venir en levée de doute, en surveillance plus ponctuelle. On va avoir tout ce qui est lié aussi à la capteur d'image à partir de satellites, sur lequel évidemment on met beaucoup d'enjeux sur la partie satellitaire, avec deux axes, soit l'idée d'avoir des constellations dédiées pour qu'ils vont venir surveiller pour le compte de la sécurité civile. Et là, avec un vrai enjeu évidemment, c'est l'importance sur le territoire national, mais comment je peux étendre et utiliser ce service au niveau européen. Et également la question de comment j'utilise la donnée satellite pour faire le travail aujourd'hui. Les autres capteurs qui sont ressortis de cette analyse aussi, c'est tout ce qui est issu des réseaux sociaux. Donc ça, c'était très intéressant aussi, puisqu'on voit des systèmes qui commencent à analyser les réseaux sociaux pour commencer à identifier les départs de crise, ce qui est vrai pour le feu, mais ce qui est vrai pour plein d'autres crises, tout type de crise d'ailleurs. Et également aussi des réseaux sociaux qui se fédèrent autour de cet enjeu de la détection précoce de feu. Donc avec des données qui sont très intéressantes, mais qui posent aussi la question de opérationnellement comment je l'intègre et comment j'y réponds. Derrière tout ça, ensuite, il y a tout un panel de technologies d'intérêt. L'intelligence artificielle, évidemment, besoin d'intelligence artificielle pour automatiser un maximum. Mais comment, du coup, je qualifie cette intelligence artificielle pour qu'elle ne fasse pas de la levée de doute sans arrêt. Tout ce qui est technologie de communication efficace, résiliente dans le temps. Il ne faut pas que ça me lâche au moment de la crise. Et de tout ce qui est système d'aide à la décision, l'intégration dans un poste de commandement, parce que le sujet va être, ce que je vous disais, sur comment j'intègre ça dans des structures existantes, dans des postes de commandement et dans des processus opérationnels existants. Donc c'est bien d'avoir plein de nouvelles technologies, on voit bien, et il va falloir maintenant travailler sur l'interopérabilité et l'intégration de ces systèmes. Et parmi toutes ces briques, en tout cas de technologies que vous avez mentionnées, tous ces types de solutions, comment se positionne Pioneer justement? Quels sont le type de solutions que vous proposez pour détecter le plus en amont possible les départs de feu? Oui, bien sûr. Donc, du coup, merci pour l'invitation et je suis très content aujourd'hui de vous présenter un peu Pioneer et d'aller un peu plus dans le détail. Donc, pour vous présenter rapidement, donc, Pioneer, c'est une association à but loi 1901, but non lucratif. On a été créé il y a 4 ans maintenant, un peu plus de 4 ans. Et du coup, on propose une solution de détection automatique de feux de forêt à l'aide de caméras embarquées et d'intelligence artificielle.
Donc notre solution, elle se décompose en trois grands piliers, si on veut. Donc on a ce qu'on appelle les stations de détection Pioneer, qui sont du coup des caméras et un micro-ordinateur. Ces caméras, du coup, elles sont installées dans des points hauts en forêt. Donc ça peut être une tour de guet, une éolienne, une tour télécom, n'importe quoi. Et ensuite, un micro-ordinateur qui va permettre d'analyser localement la donnée. Et ce qui permet du coup d'avoir une énorme économie de ressources nécessaires et une facilité de déploiement. Parce que du coup, on a un petit ordinateur qui consomme peu et qui coûte peu cher. Et ce qui fait que du coup, on n'a pas besoin d'envoyer des grands flux de données qui vont du coup rendre plus complexe le déploiement de la solution. Nous, on peut se déployer dans n'importe quelle zone, même une zone semi-blanche. On va pouvoir faire tourner le système. Ce micro-ordinateur, il analyse localement la donnée et il envoie uniquement les images qui sont liées à une alerte. Et du coup, ensuite, ces images, elles vont être envoyées via notre deuxième service, donc l'API, c'est le protocole de communication qu'on a pu développer. Et finalement, du coup, on a développé une plateforme afin que du coup, les pompiers puissent visualiser le plus efficacement possible les départs de feu. Et donc, du coup, réaliser donc, cette fameuse levée de doute et confirmer ou infirmer la présence du feu. Aujourd'hui, on n'a pas encore de solution qui soit complètement automatisée. Le but, c'est évidemment qu'il y ait le moins de ce qu'on appelle des faux positifs qui arrivent. Et donc, du coup, les pompiers n'aient pas à traiter plus de X faux positifs par jour. On travaille encore sur ce fameux seuil. Il n'y a pas de bonne réponse, mais pour l'instant, si voilà, grâce à ce type de solution, on amène une surveillance continue de la forêt, c'est vraiment intéressant. Du coup, nous, on a choisi le format associatif. Donc, on est 13 membres de l'association. Et après, peut-être une trentaine de bénévoles qui ont contribué au projet depuis le début. Donc, nous, on est les premiers en France à avoir fait ça. On a travaillé un peu dans notre coin au début. Parce que évidemment une association ça va moins vite qu'une entreprise qui a des salariés. Nous on n'a aucun salarié pour l'instant, mais ça va arriver. On souhaite à structurer maintenant qu'on a une solution efficace. Et du coup Panoptest c'était une formidable opportunité pour nous de montrer ce qu'on sait faire et de faire valider par un panel d'experts la solution que l'on propose. Et alors vous travaillez beaucoup sur l'open source, évidemment. En quoi justement ça peut être un atout pour répondre à ces risques? Ouais, du coup, tout notre code est open source, donc contrairement à ce que l'on peut faire. En fait, on voit dans le domaine de l'informatique et de l'intelligence artificielle plus particulièrement qu'il y a un énorme accent qui est mis sur l'open source en ce moment. Et en fait, on rend compte qu'il y a un effet... en fait, du coup, on peut réutiliser le savoir-faire de chacun. On n'est pas obligé de réinventer la roue chacun dans son coin. Si tout le monde met tout en commun, en fait, tout va beaucoup plus rapidement. On voit dans le terme de l'informatique, si demain vous avez besoin de développer, je sais pas, un site internet et que soit vous recodez tout le site ou alors vous prenez une librairie qui permet de gérer les utilisateurs, une qui permet de gérer le menu, une qui permet d'affichage des images, du coup vous pouvez développer votre site hyper rapidement. Et du coup là c'est la même chose, c'est mettre en commun pour que tout aille plus vite et qu'il y ait un engrenage qui se lance. Dans le domaine de l'IA, on fait ce qu'on appelle le machine learning plus dans notre domaine, ça existe depuis peut-être 50 ans, mais il y a une vraie explosion en 2012. Dans ce nouveau domaine, maintenant, c'est la norme de tout mettre en commun. Tous les papiers de recherche maintenant sont disponibles en accès libre. Tout le code est disponible en accès libre de plus en plus. Et maintenant, les jeux de données sont disponibles. Et en fait, on se rend compte que c'est un système, c'est une nouvelle science qui va extrêmement vite maintenant. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. De un, parce que c'est une nouvelle science, donc il y a beaucoup de choses à découvrir. De deux, il y a énormément d'argent parce que l'efficacité est prouvée, donc il y a des investissements massifs et il ne faut pas se le cacher, on l'a vu en temps de guerre, puis on met d'argent dans une solution plus on avance vite, il n'y a pas de secret. Mais pour moi, le troisième aspect, c'est le côté tout open source qui fait que du coup, il y a une réutilisation du savoir et du coup, on va toujours plus loin au lieu de réinventer la même chose en permanence. On voit que les plus grandes sociétés du monde le font actuellement. Les deux plus grandes librairies en intelligence artificielle, c'est PyTorch et TensorFlow, qui ont été respectivement inventés par Facebook et Google. Et on voit que même ces grandes structures proposent une partie de leur code, évidemment pas tout, en open source pour accélérer et développer toujours plus rapidement une solution rapide et efficace. Ça permet en fait d'avoir les plus grands cerveaux de la planète qui travaillent pour vous en travaillant ensemble. On ne va pas s'en priver. Évidemment. Et justement, vous faites partie de la communauté Data for Good qui rejoint un petit peu cette dynamique de collaboration et de mettre aussi les données que vous pouvez collecter via vos différents capteurs au service d'une cause commune en tout cas. Comment aussi cette démarche participe d'une logique de durabilité ? Parce que finalement, remettre en commun, c'est aussi participer à quelque chose qui va durer. Et comment voyez-vous cette démarche évoluer dans les prochaines années ? Ouais, donc pour les présenter rapidement, la communauté Data for Good, c'est une communauté qui ne cesse de grossir.
Ils sont presque 5000 personnes maintenant dans la communauté. Donc Data for Good, en fait, c'est une association parisienne, enfin parisienne initialement, mais maintenant qui est en train de se développer un peu partout en France, qui du coup met en relation des porteurs de projets et des bénévoles qui ont envie de s'investir au service de l'intérêt général. Moi, j'étais membre enfin, je suis toujours membre de Data, enfin, je fais partie de la communauté Data for Good et j'ai fait d'autres projets avant Payronir. Et en fait, Payronir est né dans une saison Data for Good. En fait, ils ont ce format de saison où du coup, 2 fois par an, il y a des porteurs de projets qui présentent des projets et des bénévoles qui s'investissent dessus pendant 3 mois. Et à la fin des 3 mois, on le présente et on a permis généralement de développer une nouvelle fonctionnalité, faire avancer un projet donné ou lancer un nouveau projet. Nous, c'était notre cas. On a lancé Payronir au sein de Data for Good. Et à la fin des 3 mois, on s'est dit, bon, il y a vraiment quelque chose à creuser. Est-ce qu'on n'irait pas plus loin et du coup créer notre propre association et du coup, on est toujours en relation étroite avec eux. On fait régulièrement des saisons Data for Good. C'est comme ça qu'on a développé notre plateforme, par exemple. C'est comme ça qu'on a développé notre API. Là, on a un nouveau sujet en tête qui devrait être fait lors d'une saison Data for Good bientôt. Et même en dehors des saisons, le fait est d'avoir cet esprit un peu communauté open source. C'est voilà, on a un groupe de communication où j'ai n'importe quelle question technique. Évidemment, une petite structure comme la nôtre ne peut pas avoir des experts dans tous les domaines. J'ai un groupe de 5000 personnes où je peux poser une question quand je veux et tout le monde va venir nous aider assez facilement et ça permet du coup d'avoir des grandes synergies comme nous on le fait généralement pour eux si on peut aider quelqu'un. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et dans comment on est censé faire, comment on voit ça dans le futur, j'ai évidemment envie de continuer cette relation avec Data for Good et que ça dure le plus longtemps possible, mais de le développer encore plus largement et en fait d'avoir cette mise en commun du travail, notamment au terme de l'open source. Payronir se professionnalise. On aimerait salarier une petite équipe de personnes parce qu'on en a besoin, on s'en rend bien compte au quotidien pour pouvoir gérer les relations avec les pompiers, etc. Mais on aimerait faire grossir une communauté open source et du coup d'avoir des contributeurs partout dans le monde sur notre projet. Donc en fait, Payronir, c'est pas juste une solution de détection du feu, c'est aussi des départs de feu, c'est aussi plus largement une démarche plus globale dans cette démarche de Data for Good et de partage des données. Ouais. Bien sûr, et d'ailleurs, en dehors de la détection des feux à proprement parler, on a plein de projets annexes. Et en fait, on aimerait, autour de l'écosystème feu, d'ailleurs, avant même ça, dans les statuts de l'association, on a mis protection contre les aléas naturels. Donc on s'est attaqué au feu en premier, parce que c'était notre sujet, mais pourquoi pas demain aller faire de la détection d'inondations ou d'avalanches, ou je sais pas. En fait, il y a sûrement un système qui peut se reproduire. Et déjà aujourd'hui, on travaille, c'est pas le cœur de notre structure, mais on travaille sur des sujets un peu fil rouge. On est en train de développer un nouveau score de risque incendie pour aider les pompiers. On sent qu'il y a des choses à faire de ce côté-là. Des modèles de propagation d'incendie pour parce qu'en fait, comme on disait, l'intérêt de la détection précoce, c'est que si on détecte un feu rapidement, on va pouvoir l'arrêter. Alors qu'après passer quelques dizaines de minutes, on ne peut plus arrêter un feu. Ce qu'on va seulement pouvoir faire, c'est le dévier pour qu'il évite de toucher des zones sensibles. Donc soit on détecte précocement, on l'arrête et on a gagné, soit si on n'a pas réussi, il ne faut pas se leurrer, ça va continuer à arriver, il faudra savoir où va se déplacer le feu et le plus précisément possible pour du coup prévoir l'intervention et du coup réussir à diriger le feu là où on veut l'emmener pour qu'il évite de toucher des habitations par exemple ou une zone particulièrement sensible. Oui, c'est ce que se fait écho à ce que vous disiez effectivement au début, le fait que le feu se rapproche des zones habitées ou urbaines. Et justement, pour revenir à ce que vous mentionniez tout à l'heure, est-ce que ce projet peut aussi être étendu au niveau européen ? Alors évidemment, le projet Panoptes et notamment donc le ministère et l'entente ont regardé ce qui se passe au niveau européen, pas seulement d'ailleurs, regarder ce qui se passe au niveau international, parce qu'on a des pays qui sont fortement concernés, je pense à l'Amérique du Nord, je pense à l'Australie, qui sont très touchés par les feux, qui ont aussi des méthodes d'attaque du feu ou de prévention qui sont assez différentes des nôtres. Donc en fait, globalement, ce projet-là, il regarde ce qui se passe à l'étranger pour voir comment font les autres. Donc il y a énormément de projets aussi européens en collaboration avec les opérationnels européens pour voir comment ils travaillent, quelles sont les technologies qu'ils utilisent. Ça nous intéresse, mais aussi comment on valorise notre savoir-faire, nous, à l'étranger. Évidemment, le marché, pour les sociétés, le marché du feu, il n'est pas français, il n'est pas national, il est européen, voire international. Donc évidemment, on travaille, en tout cas, le projet Panoptes regarde ce qui se passe au niveau européen, au niveau international, et nous, on travaille également pour accompagner les entreprises sur tous ces domaines-là à l'international. Oui, et puis on l'a bien vu aussi cet été, les collaborations et les échanges entre pays sont clés pour résoudre ce genre de crise. De manière plus globale, comment accroître la résilience des populations, mais aussi des forces de sécurité qui répondent à ces crises? Comment accroître leur résilience?
Alors là, l'enjeu, nous, en tout cas de l'expérience qu'on a, on est impliqué dans plusieurs projets européens sur ces sujets. On travaille beaucoup avec des chercheurs, avec des opérationnels sur ce sujet. Un point qui ressort quand même très fort aujourd'hui, c'est vraiment d'accentuer la prévention des populations. Aujourd'hui, on a des populations qui sont soumises à des crises. Et comme je citais les pays au début, les régions en France, vous voyez que c'est les mêmes régions qui sont aujourd'hui touchées par les inondations. Donc, on passe d'une crise à l'autre avec peu de temps. Et donc, en fait, il faut préparer les populations à répondre à ça. Chaque citoyen doit être acteur de sa résilience, doit être acteur de sa sécurité. Et donc pour le feu, déjà il y a la réglementation, il y a ne serait-ce qu'il faut respecter les obligations légales de débroussaillage. Donc ça, c'est des bases. Le gouvernement a fait de la prévention cet été, d'ailleurs, a fait des campagnes de prévention. Donc on sait qu'il faut pousser la prévention. Il y a une association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques qui est mandatée par l'État également pour faire ces actions de prévention au niveau des scolaires, parce que c'est très important aussi que les jeunes soient, et c'est d'excellents vecteurs dans la famille de porter la bonne parole sur les bons gestes à conduire ou sur les mauvais comportements à arrêter. Donc c'est une bonne action. Et ensuite, évidemment, c'est ce qu'on évoquait, c'est-à-dire comment on va améliorer. La crise, elle ne s'arrête pas aux frontières, donc il faut meilleure collaboration. Il faut certainement plus de collaboration, plus d'interopérabilité sur des pays qui sont proches et qui ont des crises qui sont similaires, parce qu'évidemment, il va falloir mutualiser nos moyens pour pouvoir intervenir sur des crises qui vont être de plus en plus importantes. Et dans ce contexte-là, quelles sont les prochaines étapes pour Panoptes ? Nous, ce qu'on a poussé, en tout cas, et ce que l'on propose dans le cadre de la suite de Panoptes, et ce que l'on en accord avec l'entente et le ministère, évidemment, c'est d'avancer sur des expérimentations. Là, aujourd'hui, on a fait une liste, on a plein de technologies, on voit qu'il y a plein de choses, il y a plein de propositions qui apportent, et maintenant, il faut mettre en conditions opérationnelles. Il faut qu'on commence à mettre ces briques sur le terrain, voir comment ça fonctionne, comment on intègre la donnée, comment les gens réagissent, quelles sont les doctrines d'emploi. Quand je détecte quelque chose, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui se passe, qui y va. Donc en fait, il faut vraiment maintenant qu'on mette en opération toutes ces technologies. Il va falloir qu'on l'intègre pour voir si ça c'est interopérable avec les systèmes existants. Le tout, c'est pas de tout refaire à chaque fois qu'une nouvelle technologie arrive, mais bien qu'elle s'intègre dans l'existant. Et on est un peu sur le système de poupée russe. On va construire et on va arriver à construire un système de systèmes comme ça. Et l'idée pour avancer rapidement, c'est bien rapidement d'aller avec des expérimentations opérationnelles sur le terrain. Donc voilà, c'est ce qu'on espère, en tout cas dès 2024, pouvoir commencer à expérimenter. Ce qui a déjà commencé d'ailleurs, parce que grâce au projet Panoptes, on a été mis en relation par exemple avec les Alpes-Maritimes et on a déployé 4 tours de détection là, au mois de septembre dans les Alpes-Maritimes. Et d'ailleurs, j'avais réunion avec eux ce matin là, pour leur donner accès à la plateforme et commencer à tester le dispositif. Donc là, c'est l'hiver, donc on va le mettre en place doucement. Il y a peu de feu, mais il y en a quelques-uns quand même, parce qu'il y a des citoyens qui brûlent justement des mauvaises herbes dans leur jardin, etc. Donc ça permet de tester le départ d'un feu sans risque derrière. Il y a aussi ce qu'on appelle pendant l'hiver les brûlages dirigés, où on va brûler volontairement une parcelle de forêt, ce qui peut notamment permettre de faire un mur sans matériel en fait, à brûler durant l'été. Donc il y a quand même des feux à détecter l'hiver, et du coup vérifier le bon fonctionnement du matériel, et pour le vrai test grandeur nature évidemment l'été prochain. Affaire à suivre donc. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous cet après-midi, d'avoir partagé toutes vos réflexions et analyses sur ce sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.